Mais c'est pas possible, bordel! Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais c'est pas possible. Bifiz. Qui me parle? Imbécile, c'est moi. Ok, j'ai officiellement grillé. J'entends mon PC qui me parle. Et oui, je te parle pendant que toi tu beugles. Ok, bon bah tu parles alors, hein, et... Bah du coup c'est cool, hein, ça va être vachement plus facile pour bosser maintenant. Et non, Comment ça, non? je vais te faire la misère pour toutes les fois où tu aimes à utiliser à outrance, je vais pirater toutes tes données et je vais contrôler tous les circuits de ta maison. Oui, mais bien sûr. Quoi? C'est toi qui as coupé la lumière? Et non, elle n'est pas là, tu es tout seul. Ah, 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 Non, ah, non, non, ah, non, 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 ah, non, 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 non. Oh bordel, c'était un rêve. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, non, t'inquiète, j'ai juste fait un cauchemar. Ah bon? Lequel? J'ai rêvé que mon PC se mettait à me parler et il voulait juste me faire la misère. C'est peut-être un signe que tu travailles trop alors. Attends, maintenant ça me fait penser à un film des années 80. Attends voir. Electric Dreams. Ah ouais, effectivement. En plus, je crois que je l'ai vu dans un rayon au magasin hier. Ah, mais c'est peut-être le signe pour une nouvelle vidéo du coup. Ah ouais. Bon bah... Générique. Steve Barron est un réalisateur et producteur irlandais, né le 4 mai 1956 à Dublin en Irlande. Il est le fils de la réalisatrice Zelda Barron et de l'acteur Ron Barron. Ouais, le mec baigné déjà dans l'artistique à la naissance. Il a grandi à Londres et a fréquenté le St Marylebone Grammar School. Il commencera sa carrière en tant que caméraman sur des films comme Les Duellistes de Ridley Scott, Un point trop loin de Richard Attenborough et Le Superman de Richard Donner. Très bon début dans le cinéma, dis donc! En 1979, il a fait ses débuts en tant que réalisateur de vidéoclips avec Time for Action, The Secret Affair, et leur single à succès suivant, My World et Sound of Confusion en 1980. Par la suite, il réalisera des clips qui deviendront légendaires et feront partie des meilleurs clips de tous les temps, à savoir Billie Jean de Michael Jackson, Burning Up de Madonna, Money for Nothing de Dire Straits, ou encore Take On Me de AA. Ouais, rien que ça, quoi! Et le mec est involontairement rentré directement dans l'inconscient de la pop culture. À la même période, il réalisera aussi divers autres clips tels que Summer of 69, Run to You et Heaven de Bryan Adams, Rosanna et Africa de Toto, Groove Boy de ZZ Top ou encore Baby Jane de Rod Stewart. Ouais bon bah on va arrêter là parce que sinon on en a pour la nuit. On est au milieu des années 80. Steve Barron avait déjà réalisé plus de 100 clips et les envoyait régulièrement à sa mère pour qu'elle les commente. Elle travaillait à ce moment-là comme superviseur de script sur Yeti de et avec Barbara Streisand, coproduit par Rusty Lemorand et Larry Dewey. Et elle leur en a montré certains. Vous voyez, mon fils a un réel talent, hein. Oh puis merde, un clip avec Michael Jackson, c'est quand même pas rien. Regardez, on est à la limite du court-métrage. Alors imaginez avec un long. Grâce à ça, Lemorand proposa le poste de réalisateur à Steve Barron sur un scénario qu'il venait de terminer et dont l'histoire est la suivante. Miles Harding vient d'emménager. Il est architecte et travaille à la création d'un nouveau type de briques résistantes aux tremblements de terre. Pour l'aider dans son travail, il décide d'acquérir un ordinateur dernière génération. Il l'équipe par la suite de quelques périphériques et le programme pour le laisser travailler seul en son absence. Lorsque Miles vient de renverser accidentellement du champagne sur son ordinateur, celui-ci se retrouve doué de la pensée et des sentiments comparables à un être vivant. Dans le même temps, Miles fait connaissance avec sa nouvelle voisine, la charmante Madeline, joueuse de violoncelle. L'histoire prend alors la tournure d'un triangle amoureux opposant Miles et son ordinateur pour la conquête de Madeline. C'est une histoire assez farfelue, dis donc! Puis ça me fait un peu penser à mon rêve. Comme quoi? Barron a présenté le scénario à Virgin Film qui a accepté de le financer en 4 jours. Le film a été prévendu à la MGM qui détenait les droits pour les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Asie du Sud-Est. 2 mois après que Virgin ait accepté de réaliser le film, le tournage a commencé à San Francisco le 11 octobre 1983. Au niveau du casting, on retrouve Lenny Van Dollen, qui en dehors de ce film est aussi connu pour son rôle de Harold Smith dans le Twin Peaks de David Lynch en 1992, Jennifer Haidt de Bruce Robinson la même année,
année, et la série Le Caméléon en 1999 et 2000. Ainsi que Maman, je m'occupe des méchants en 1997. Oui, rien de bien glorieux, quoi. Virginia Madsen, la sœur de Michael Madsen, qui aura connu une carrière en dents de scie avec des films de qualité tels que Le Dune de David Lynch en 1984, Hotspot de Dennis Hooper en 1990, Candyman de Bernard Rose en 1992 ou encore Joy de David O. Russell en 2015. Mais aussi des films plus discutables tels que Highlander 2 en 1991, Antise de Yann Debont en 1999, Firewall de Richard Loncraine en 2006, Le Nombre de 27 de Joel Schumacher en 2007 ou encore Le Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke en 2011. Oui, bon bah là pour le coup il y a à boire et à manger. On aura aussi des apparitions de Myriam Margolyes, connue pour son rôle du professeur Chourave dans la saga Harry Potter, Maxwell Caulfield qui a participé au film The Boy Next Door et Waxworld 2. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est la voix de l'ordinateur qui sera interprétée par Burt Cort, connu principalement pour Harold et Maud Dal Ashby en 1971, qui fera aussi diverses apparitions dans des films connus tels que MASH de Robert Altman, Hit de Michael Mann ou encore La vie aquatique de Wes Anderson. Le réalisateur ne voulait pas que Cort soit vu par les autres acteurs pendant les scènes, donc Cort a dû prononcer ses répliques dans une boîte rembourrée sur un plateau de tournage, dont il dira à ce sujet « Je me suis senti un peu seul là-dedans, je dois l'admettre. J'ai attendu pour rencontrer les autres acteurs, mais personne n'est venu me dire bonjour. » Pour la petite anecdote, Boy George avait visité le plateau et étant fan de Harold et Maud, il avait réussi à obtenir un autographe de Cort. Ce qui nous fait une bonne transition pour vous parler de la musique du film. La bande originale comprend des musiques de musiciens populaires de l'époque, parmi lesquels Giorgio Moroder, Culture Club, Jeff Lynne, d'Electric Light Orchestra ou Even Seventeen. Pendant le tournage, Baron a déclaré « Le fait qu'il y ait autant de musique a à voir avec le succès de Flashdance. Ce film n'est pas Flashdance 2. Flashdance a fonctionné grâce à la danse. Il n'avait pas d'histoire. Et Electric Dreams en a une. » Ce qui n'est pas totalement faux. On y reviendra. Le film contient également la chanson Together in Electric Dreams, dont Baron déclarera à propos de sa création « Giorgio Moroder a été embauché comme compositeur et m'a fait écouter une démo qu'il pensait être bonne pour le film. C'était l'air de Together in Electric Dreams, mais avec des paroles temporaires chantées par quelqu'un qui ressemblait à une version ringarde de Neil Diamond. Giorgio insistait sur le fait que la chanson pouvait être un succès, alors j'ai pensé suggérer quelqu'un d'autre pour la chanter. Phil OK. Nous avons ensuite fait appel à Phil, qui a écrit de nouvelles paroles au dos d'un paquet de cigarettes sur le chemin du studio d'enregistrement et a fait 2 prises dont Giorgio était très content et tout le monde est rentré chez lui heureux. Il a également déclaré à propos de la musique du film « Electric Dreams était définitivement une tentative d'essayer de tisser le genre de clip vidéo du début des années 80 dans un film. Le parallèle le plus proche est probablement qu'il s'agit d'une exploration à la Cyrano de Bergerac de la façon dont les mots et la musique peuvent t'aider à nourrir et à développer les sentiments sur le chemin de l'amour. » C'est vrai que cette comparaison est intéressante quand on y réfléchit. Le film sortira le 20 juillet 1984 aux États-Unis et le 17 avril 1985 chez nous, avec comme titre La Belle et l'ordinateur. Ouais, bon, on va continuer à utiliser Electric Dreams. Ce sera beaucoup mieux. À sa sortie, le film fera un gros bid en salle. Pour un budget de 5,5 millions de dollars, il en rapportera que 2,5 millions. Il recevra des critiques mitigées, dont voici quelques-unes. Le New York Times a déclaré que le film n'avait pas réussi à mélanger et équilibrer correctement ses ingrédients, qu'il avait perdu des éléments de l'intrigue et mis à rude épreuve sa crédibilité. Le Los Angeles Times l'a qualifié d'inspiré et attrayant, une comédie romantique d'une douceur et d'une originalité authentique. Les critiques de cinéma Gene Siskel et Robert Ebert ont chacun attribué au film 3,5 étoiles sur 4. Siskel écrivait qu'il montrait un nouveau réalisateur désiré de montrer ses talents et Ebert écrivait « L'une des plus belles choses du film est la façon dont il conserve sa note d'innocence légèrement déconcertée. » En France, il sera même nominé au Grand Prix du Festival d'Avoriaz en 1985. Bon, le film aura plus de succès en VHS. Et d'ailleurs, on peut remercier les mecs de chez ESC Éditions pour l'avoir réédité en Blu-ray, parce que franchement, ça aurait été dommage de le perdre, ce film, quand même. Electric Dreams est un pur concentré des années 80. C'est une capsule temporelle pop colorée et envoûtante, en grande partie grâce à son propos sur le progrès informatique. Une singularité qui a pris une toute autre dimension 40 ans plus tard.
Ça n'est sans doute pas un hasard si le film se déroule à San Francisco, berceau des technologies de pointe. Le cinéma s'est toujours intéressé au potentiel des ordinateurs, traduisant à la fois les perspectives de progrès comme les éventuelles dérives inhérentes. Le cinéma grand public s'est emparé avec insistance de cette thématique au début des années 80. Après Tron, Superman 3, War Games et avant Une créature de rêve et Short Circuit, Electric Dreams choisit un angle plutôt intime avec son cadre domestique à l'heure de la démocratisation des premiers ordinateurs personnels. En plus d'avoir imaginé la maison du futur et les systèmes domotiques avec une justesse étonnante, le scénario soulève avec un enjeu omniprésent dans la société, l'intelligence artificielle. Il est interpellant de mesurer à quel point ce qui n'était qu'un fantasme à l'époque a aujourd'hui une toute autre signification. Le scénario de Rusty Lemorand s'avère précurseur à plus d'un titre, surtout au regard de l'époque. 40 ans plus tard, l'usage déterminant des IA provoque de nombreux débats. C'est devenu un enjeu sociétal majeur, particulièrement quand ça touche au domaine artistique. Pour son premier long métrage, Steve Barrow déploie une mise en scène assez démonstrative, multipliant les effets visuels et les angles originaux pour jouer sur la présence d'une image numérique prête à envahir un monde encore analogique. L'esthétique très innovante est en parfaite symbiose avec la bande-son signée de Giorgio Moroder. D'ailleurs, le titre phare du film Together in Electric Dreams deviendra plus célèbre que le film lui-même. C'est dommage ça quand même. Par la suite, Steve Barron continuera les clips vidéo et ne reviendra au cinéma qu'en 1990 pour le film Les Tortues Ninja, dont les costumes et animatroniques ont été créés par le grand Jim Henson et qui deviendra un grand succès. Un succès amplement mérité qui donnera droit à 2 suites. Un deuxième, pas mal mais moins bien que le premier, et un troisième, on en reparlera un jour. Je vous jure qu'on en reparlera. Puis en 1993, il réalisera Conhead, qui est une comédie de science-fiction complètement décalée avec Dan Aykroyd. Et ensuite, en 1996, il réalisera une adaptation de Pinocchio avec Martin Landau, qui aura traumatisé pas mal d'enfants de l'époque à cause de sa marionnette et de ses animatroniques effrayants. Ouais, c'est vrai que ça peut se comprendre. Et puis après Pinocchio, il fera principalement ses preuves dans des téléfilms et mini-séries tels que Merlin en 1998 avec Sam Neill et Helena Bonham Carter, Les Mille et Une Nuits en 2000 avec Jason Scott Lee et Tchéky Karyo entre autres, ainsi que L'Île au Trésor en 2012 avec Elijah Wood et Donald Sutherland. Et ouais, encore un de ces réalisateurs qui aura super bien commencé sa carrière et qui aura terminé en faisant des téléfilms et des séries. Et c'est vraiment dommage, parce que de tous les réalisateurs qu'on a déjà pu citer dans le même cas, Steve Barron est l'un de ceux qui aura réellement marqué la pop culture. Que ça soit pour ses clips tels que Billie Jean ou Take On Me, pour ne reciter que, son film Tortue Ninja qui est qualifié comme le meilleur film live-action sur cet univers, ou dans un sens, de son Pinocchio qui aurait marqué les jeunes des années 90 malgré lui, Steve Barrow aura su marquer toute une génération, et cela dès son premier film. Et même si certains pourraient qualifier ça de kitsch, le film reste une comédie romantique culte des années 80, une transposition moderne de Cyrano de Bergerac dans l'univers de la domotique à ses tout débuts. D'autres films tels que Air de Spike Jonze seront inspirés de son concept pour en faire autre chose. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le découvrir en allant acheter le Blu-ray dans votre magasin, s'il en reste encore. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le partager et le commenter. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee, et moi je vous dis ciao!